Intégral Placement, idée de placement. Angélique Delinxin vient de nous rejoindre. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Directrice générale déléguée d'Ideal Wine. C'est encore le temps de dresser les bilans. Ce cru 2017, on va parler comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit sur votre monde du vin et des enchères ? Ça a été un cru formidable pour les amateurs de vin qui détiennent de belles caves et qui ont pour certains besoin d'en vendre une partie, puisque l'année a été extrêmement fructueuse sur le front des ventes aux enchères. Nos volumes ont augmenté de 20%, et avec à la clé une très belle analyse, puisqu'on a plus de 50 pays qui achètent. Donc c'est vraiment un matériau pour détecter les dernières tendances du marché qui est absolument passionnant. Alors justement, ces tendances, on va s'y pencher en essayant de regarder différentes grilles de lecture. Si déjà on se compare, puisqu'on est au cœur d'Intégral Placement, au marché boursier, qu'est-ce que ça nous raconte ? Alors sur le marché boursier, c'est pratiquement étal entre le vin et la bourse. Bon. En 2017, 9,6% sur l'indice Windex, le Windex 100, l'indice global, et à peu près 9,8% sur le CAC 40 en 2017. En revanche, le vin étant un véhicule de placement de moyen voire de long terme, si on se replace sur 10 ans, là, alors le vin est très très gagnant, puisqu'on a progressé de 150% sur les indices Windex versus une petite baisse de 7% du CAC 40. Bon. C'est dire s'il est important de faire les bons choix en matière d'investissement. Remarquez en bourse aussi. Hein. Oui. Justement, en termes de répartition, qu'est-ce que ça nous dit là ? Comment est-ce qu'on peut voir les choses entre les différents vignobles, notamment Bordeaux ou pas Bordeaux ? C'est toujours un peu la question. Hein. Oui, Bordeaux est un indicateur très important en termes de placement vin, parce que c'est le vignoble le plus liquide, sans mauvais jeu de mots, à l'achat comme à la revente. Pour autant, on a déjà eu l'occasion d'en parler, on a une génération montante qui est en train de passer un petit peu à côté de Bordeaux et de faire d'autres choix. Et ça a été assez flagrant cette année, même si Bordeaux reste tout de même la région la plus vendue dans les ventes aux enchères. Sa part en volume, qui représentait un peu plus de 50% encore l'année dernière, 54%, est passé à 45% cette année. Donc c'est assez significatif comme évolution. Et en parallèle, on voit la Bourgogne qui continue à exploser, qui représente... ce qui est frappant, c'est qu'elle représentait cette année 25% en volume, mais l'effet prix est tel que ça représente 33%, un tiers de la valeur vendue aux enchères. Donc la Bourgogne est vraiment... sous les feux des projecteurs. Là, on parlait de liquidité, et sur tous les marchés, il y a ces valeurs sûres, hein, que ce soit en immobilier, etc. Là, Bordeaux, effectivement, est encore significatif. En termes de prix, en revanche, c'est plus du côté bourguignon qu'on fait des étincelles, c'est ça ? Ah oui, alors les étincelles, si on regarde les bouteilles les plus chères vendues en 2017, c'est bien simple, sur le top 20 des bouteilles les plus chères, vous n'avez que un vin, en fait, qui, aux 20 places, c'est la Romanée Conti, dans ses différents millésimes, sachant que le plus cher l'année dernière, c'était le millésime 2000, qui s'est vendu 17 146 €. Donc oui, la Bourgogne est vraiment la région qui alimente tous les fantasmes des amateurs du monde entier. Il y a le domaine de la Romanée Conti, bien sûr, mais ce qui est frappant, c'est qu'on a à la fois, et ça c'est une évolution récente, des domaines qui produisent des vins rouges, comme le domaine Leroy, Rousseau ou Roumier, qui sont vraiment en tête, mais aussi des domaines qui produisent des vins blancs, avec une explosion des prix sur les cours de Coche-du-Riz, mais aussi le domaine des Comtes-Lafont ou le domaine Ramonais. Et ça, c'est plus récent parce que jusqu'à présent, la clientèle nouvelle, des amateurs notamment asiatiques, s'intéressait plus au rouge qu'au blanc. Donc c'est toute la Bourgogne qui est poussée actuellement. Ça veut dire que c'est un petit peu moins de pression peut-être aussi sur le dos de Bordeaux, sur les épaules de Bordeaux, qui étaient pointé, presque stigmatisé parfois pour ces prix un peu exorbitants ? Alors c'est vrai qu'en termes de records, si on prend toujours ce classement des bouteilles les plus chères, le premier Bordeaux n'arrive qu'en 37e position avec un vin de collection, puisque c'est un Château Lafite 1880. Le suivant, c'est une bouteille de Pétrus 1947. Donc effectivement, Bordeaux se positionne, mais sur des vins, sur des pièces de musée, littéralement. On parle que de Bordeaux, que de Bourgogne, ou vous nous emmenez aussi dans d'autres vignobles ?
Alors déjà, le troisième vignoble en volume, c'est le Rhône, 11% des volumes échangés l'année dernière, et avec d'ailleurs quelques flacons cultes, comme ce fameux Hermitage La Chapelle 1961, qui s'inscrit en 25e position du palmarès, avec une bouteille vendue un peu plus de 7200 €. L'année dernière, vous avez aussi l'Hermitage Cuvée Catelin du domaine Chave, qui est aussi une bouteille cultissime sur le marché, plus de 4250 € l'année dernière pour le millésime 2000. Pour autant, les volumes restent à peu près étals dans cette région, avec quand même une appellation montante qui est l'appellation de Cornas, sur laquelle on sent une pression très forte au niveau de la demande et une demande mondiale. Si on reste dans ces autres régions et si on continue à regarder un petit peu, qu'est-ce que ça donne aux enchères? Alors c'est très intéressant parce que les trois régions dont on vient de parler concentrent certes 80% des volumes échangés, mais pour autant les autres régions sont vraiment peut-être pour l'amateur un peu pointu, là où il y a des choses les plus passionnantes à aller rechercher, notamment dans une perspective de valoriser sa cave et d'en faire un bon placement. Dans chaque région, c'est pas compliqué, vous avez un producteur phare qui emmène et entraîne derrière lui dans son sillage toute la région vers le haut et qui tire vers le haut, c'est son appellation. Alors souvent, d'ailleurs, on note que ce sont des producteurs qui sont en bio, voire en biodynamie, ou même en vin nature, c'est avec très peu de soufre dans leur cuvée. Et on a eu des exemples assez fameux ces derniers mois dont on a eu l'occasion de parler, notamment le Clos Rougeard dans la vallée de la Loire, avec un Saumur Champigny qui a frôlé les 1000 €, la cuvée Le Bourg 1989, ou le Jura que vous aimez tant, avec un vin jaune de 1986 du domaine Auvernois, donc vin nature aussi, à plus de 1500 € la bouteille. Mais dans toutes les régions, on a vraiment des résultats qui étonnent. Je pense au Roussillon avec le Clos des Fées, la cuvée La Petite Sibérie qui a dépassé les 300 € dans son millésime 2003 l'année dernière. Vous avez, il n'y a plus une région qui passe à côté de tout ça, et c'est un petit peu cette chasse au trésor. On aura l'occasion sans doute d'en reparler, d'aller trouver en fait les domaines qui sont encore très abordables pour l'amateur qui n'a plus les moyens de s'offrir un grand Bourgogne. Les très très grands, et qui va continuer à aller chasser dans chaque région, que ce soit dans le Beaujolais. C'est agréable aussi de diversifier sa cave. Voilà, exactement. Et se faire au passage extrêmement plaisir pour les bouteilles qu'il ouvrira. Merci beaucoup Angélique Delinxin, donc Ideal Wine, qui régulièrement vient explorer ce monde du vin à travers le prisme placement. À très bientôt.